Et bienvenue sur les réseaux de la collectivité pour l'interview désormais annuelle post 24 août, qui est l'occasion d'un temps d'échange après avoir sollicité les médias de Lille et de Saint-Martin. Et donc je suis en compagnie ce soir du journaliste du Pélican pour pouvoir répondre à toutes les questions que vous souhaiterez poser pendant à peu près une heure. Très bien. Bonsoir Monsieur le Président, merci de m'accueillir. Écoutez, on peut commencer tout de suite avec le sujet de la fête de Saint-Barthélemy qui s'est déroulée hier. C'est une fête où traditionnellement vous faites un bilan, mais c'est que hier il était particulier puisque c'était votre dernière fête de Saint-Barthélemy. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu là-dessus? Pourquoi est-ce que c'était une fête particulière pour vous? C'est vrai que c'était la dernière fête de la mandature, donc c'est forcément un moment tout particulier parce que une mandature, c'est 5 ans de travail. Alors, il reste évidemment quelques mois et ces mois devront être consacrés à travailler comme tous ceux qui ont précédé. Et puis, ça reste une fête aussi emblématique de notre territoire, un moment de rassemblement, un moment de partage aussi avec la population, que ce soit le matin avec la messe des marins qui se tient, que ce soit ensuite dans les différentes festivités tout au long de la journée. Évidemment, le temps plus républicain avec le dépôt de gerbes et ces fameux discours qui sont toujours un petit peu longs pour ceux qui attendent le vin d'honneur, parce que ce qu'on entend fort légitimement, mais en même temps qui sont un temps d'échange qu'on prolonge aujourd'hui avec cette interview. Mais voilà, un moment vraiment à part au cœur de l'île. Vous avez expliqué vouloir faire un bilan qui était peut-être moins tourné sur l'année passée, mais un peu plus sur les enjeux, peut-être les épreuves à venir pour Lille. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus? Pourquoi ce choix? Effectivement, c'est vrai que forcément en arrivant en fin de mandature, l'idée n'est pas de lancer un programme ou quoi que ce soit, mais plutôt de rappeler certains jalons, certaines échéances qui arriveront, un travail qui est aussi lancé et qui naturellement devra se continuer parce que tout le monde n'est pas toujours au fait, et puis on peut imaginer que sur les élections arrivées, il puisse y avoir des nouvelles personnes qui souhaitent s'investir. Donc voilà, l'idée est d'avoir quand même un certain nombre d'éléments, de rappeler aussi certaines choses, parce que une mandature qui s'achève, elle engage aussi sur les budgets suivants. Et typiquement, c'est le cas ici à Saint-Barthélemy, où quand vous avez un projet de reconstruction de centrale EDF, un projet de construction d'école, un projet de reconstruction d'hôpital, j'en passe et des meilleurs, vous voyez bien que l'impact budgétaire est déjà assez important et il ne faudrait pas non plus que les gens imaginent qu'on peut venir avec 40 nouvelles idées, 40 nouveaux projets qui ne seront pas tenables. Alors on sait que les bilans sont souvent positifs, c'est assez normal. Là, on est à quelques mois des élections territoriales. Je voulais vous demander si vous pouviez revenir sur peut-être des points qui n'ont pas abouti justement pendant ce mandat, des choses que vous auriez aimé voir se concrétiser. Ce n'est peut-être pas le cas aujourd'hui. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Oui, bien sûr, je pense que les principaux sujets vont être les codes et réglementations. Pardon, ce sont les sujets sur lesquels on a eu le plus de difficultés compte tenu de la configuration du conseil territorial à pouvoir avancer, à mettre en place des consensus. Le choix a aussi été fait de se dire, mais on va travailler sur ça dans les années qui viennent, parce que nous n'étions pas non plus devant une page blanche. Donc le code de l'urbanisme, bien sûr qu'il nécessite d'être revu, mais aujourd'hui il est existant, il est opérant. Donc voilà, on va devoir reprendre ce travail. Le code des contributions également. On a des choses à revoir. C'est-à-dire que moi j'étais parti du principe de se dire que compte tenu des recettes aujourd'hui de la collectivité et compte tenu du résultat annuel de la collectivité, on ne pouvait pas imaginer retoucher certaines règles pour augmenter ces recettes. Il faut donc un travail qui soit global et donc qu'on puisse monter là où c'est nécessaire et au contraire diminuer là où c'est également possible pour que l'impact sur la population soit aussi neutre que possible. Mais forcément, ça demande un travail beaucoup plus consensuel et c'est pour ça que ces sujets ont dû être reportés. Je fais le lien justement avec un sujet qui fait l'actualité, c'est celui de l'énergie. On sait que l'enjeu autour de la centrale électrique, il dure depuis bien avant votre mandat aussi, mais donc ça a traversé ce mandat-là. Est-ce que, selon vous, c'est un sujet qui n'a pas suffisamment avancé? Peut-être avant cette question, déjà, est-ce que vous pouvez rappeler ce qui se passe en ce moment à Saint-Barthélemy? On sait qu'il y a des problèmes vis-à-vis de la production d'énergie. Est-ce que vous pouvez rappeler où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Déjà, c'est effectivement bien de rappeler que ce n'est pas un problème nouveau qui est apparu en 2022 ou voilà, qui vient d'apparaître, parce que les moteurs sont tous
plus ou moins anciens, et c'est ce qui amène la situation d'aujourd'hui. Concrètement, sur ce qui se passe, j'ai pu l'évoquer hier, nous avons une production sur l'île qui dépend de 8 moteurs, 6 anciens moteurs d'ancienne génération, qui produisent tous à peu près 2 mégawatts, 2 moteurs entre guillemets récents, même si là aussi on pourrait revenir sur le terme de récent, toi c'est comme ça qu'au fil des ans on a continué de les appeler, qui eux représentent chacun 8 mégawatts de production. Donc si vous faites les maths, vous avez vite vu que ces deux moteurs sont cruciaux dans la production d'énergie sur l'île. Traditionnellement, les entretiens de moteurs se font après un certain nombre d'heures. À Saint-Barth, on essaye de les caler plutôt sur la période creuse. Non pas parce que on ne veut pas embêter les touristes et qu'on n'a pas grand-chose à faire de la population, mais tout simplement parce que l'impact est moindre quand l'activité est moindre, ce qui est assez logique. Maintenant, forcément, quand vous avez un moteur qui est à l'arrêt pour révision, ça dure plusieurs semaines. Donc ça crée d'office une fragilité. Il se trouve que là, ce qui s'est passé, c'est que sur le deuxième moteur, qui lui va rentrer en révision la semaine prochaine de mémoire, il y a eu plusieurs avaries. Et donc forcément, quand vous avez deux moteurs à l'arrêt, le temps de réparer une avarie, eh bien, on se retrouve dans la difficulté qu'on a pu connaître, et donc dans ces situations de délestage. La logique voudrait que, une fois que le moteur G7 est révisé et que le G8 est mis à l'arrêt, le même genre de problème ne se reproduise pas parce que le G7 viendra d'être nettoyé, remis en état, etc. La logique voudrait aussi que sur la saison qui arrive, une fois que les deux moteurs ont été révisés, il n'y a pas de raison de penser, a priori en tout cas, que les deux moteurs vont tomber en panne en même temps, même si le risque zéro n'existe pas évidemment. Mais en tout cas, voilà, l'inquiétude n'est pas forcément aussi forte sur la saison, mais voilà, il faut faire attention. Par contre, ça n'empêche que ce sont des choses qui doivent nous alerter parce que par le passé, ça ne s'est pas produit, parce que si ces moteurs arrivent aussi en panne, c'est parce qu'au fil de l'année, les entretiens suffisants ne sont pas nécessairement réalisés, parce que le temps pour les faire n'est pas forcément là, parce que peut-être que les moyens aussi ne sont pas toujours mis à disposition. Et donc c'est cet ensemble de choses qu'on va devoir regarder, parce que certes on travaille à reconstruire une nouvelle usine, mais on sait que ce chantier va durer, si on est optimiste, 6-7 ans, mais potentiellement un peu plus. Donc on aura une période qui sera sensible, et on ne peut pas attendre de se dire on va mettre des moyens uniquement sur la reconstruction. Non, on doit en mettre sur la table dès aujourd'hui. Il y a des propositions qui sont faites, parce que la collectivité est partie prenante sur la reconstruction de l'usine, de regarder comment on pourrait éventuellement, nous, anticiper notre participation pour qu'elle serve à débloquer rapidement des fonds sur le fonctionnement actuel de l'usine, mais que par contre, évidemment, cette participation rapide vienne en déduction à l'avenir. Voilà le genre de discussions qui sont en cours actuellement. Oui, parce que vous avez évoqué cette période de transition en demandant, notamment en interpellant EDF en disant, je cite, que c'était urgent de mettre des moyens à la hauteur des attentes de la population. Donc est-ce que concrètement, quels seraient ces moyens quand vous demandez à EDF des moyens à la hauteur des attentes? Qu'est-ce que vous entendez par là? Ils peuvent être multiples. Il pourrait y avoir, il y a débat sur le sujet, mais il pourrait y avoir des apports complémentaires. Je sais qu'à Saint-Martin, par exemple, il y a des moteurs qui sont dispatchés dans différents quartiers, avec des avantages et des inconvénients, donc c'est quelque chose qui doit bien se travailler. On va dire que le foncier à Saint-Barthélemy n'est pas forcément aussi libre qu'il peut l'être dans certains quartiers de Saint-Martin, donc il y a quand même des enjeux. Par contre, on peut aussi imaginer apporter une aide pour densifier les équipes, parce qu'aujourd'hui, la centrale a aussi des difficultés d'entretien et de fonctionnement, parce que les équipes sont contraintes. Il y a quelques jours, il y avait une dizaine ou une douzaine d'agents en arrêt de travail simultané. A priori, il n'y avait pas d'épidémie à EDF, donc on voit bien qu'il y a des difficultés de fonctionnement. Nous, on pourrait accompagner sur ces choses-là, on pourrait travailler aussi. La collectivité loge aujourd'hui son personnel, elle loge au niveau de l'État, au niveau de l'éducation. On n'a pas forcément de logement à disposition, mais on pourrait travailler quelque chose pour permettre à EDF d'augmenter sa capacité d'embauche. Maintenant, voilà, tout ça, ce sont des enjeux financiers. On pourrait travailler aussi à la capacité à mettre à disposition des espaces de stockage plus importants pour qu'EDF puisse renforcer son stock de pièces sur l'île. Voilà, ce sont un ensemble de pistes qui potentiellement pourraient avancer plus vite si la collectivité est partie prenante, mais voilà, la collectivité n'est pas non plus un puits sans fond, et il va falloir discuter tout ça. Un autre sujet a récemment fait l'actualité, c'est celui de l'installation des premiers barrages anti-sargasses dans la baie de Marigot. Alors, si je ne me trompe pas, il y en a d'autres qui devraient suivre
par la suite. Est-ce qu'on peut parler d'une année charnière pour Saint-Barthélemy dans la lutte contre les sargasses? Parce qu'il y a ces barrages, on sait aussi qu'il y a le premier ciment qui a été expérimenté ici à base de sargasses. Est-ce qu'on peut parler d'une année charnière? Est-ce que déjà les barrages, est-ce qu'on voit des premiers résultats déjà depuis qu'ils sont installés? Alors c'est une année charnière parce que beaucoup de choses ont été mises en place. Les gens ont structuré nos marchés alors qu'ils ne changent pas forcément le fonctionnement, qui par contre mettent des engagements au niveau des prestataires en termes de délai et en termes de capacité d'action, qui accessoirement, mais c'est quand même nécessaire, mettent aussi un cadre beaucoup mieux réglementé en termes de marché public et en termes de dépenses de l'argent public. Donc voilà, il y a ce travail qui a été fait, qui fonctionne aujourd'hui. Nous avons aussi vu avec l'ATE une zone où il était possible, quand les sargasses sont fraîches, de les récupérer et de pouvoir les remettre en mer à un endroit qui est approprié pour faire ce genre d'opération et validé par l'Agence de l'environnement. Donc ça, c'était une première étape. Ensuite, effectivement, nous avons commencé à installer les barrages. Je vais être honnête, sans certitude que ça fonctionne. Maintenant, on prend des chiffres très concrets. Le barrage qui est installé aujourd'hui sur Marigot, c'est un marché d'environ 400 000 euros. J'ai mandaté quasiment la même chose sur quelques mois de ramassage sur cette même plage, quelques semaines avant. Donc, j'ai envie de dire que même si, entre guillemets, ça ne devait pas marcher ou ça ne devait pas tenir, le jeu en vaut la chandelle parce que les arrivages, notamment de l'année dernière, ont été tellement intenses qu'on ne peut pas se permettre juste de dire non, mais ça ne marchera pas et qu'il faut aussi essayer, il faut avancer. Donc, c'est le sens de ce premier barrage qui est installé. Nous ne voyons pas encore les résultats parce que la finalisation est encore en cours. Parce que, sans surprise, en arrivant sur site, comme très souvent, eh bien, il y a des ajustements à faire, il y a des réflexions à remener pour s'assurer que ce soit aussi opérant que possible. Maintenant, voilà, on travaille tout ça, et puis effectivement, l'expérimentation sur le ciment. Alors, on n'a pas l'espoir et l'objectif que ça solutionne la question des sargasses à Saint-Barthélemy, mais d'une part, chaque petite pierre à l'édifice a son importance, et donc, même si demain on arrivait à ne pas avoir d'échouage de sargasses sur l'île, on en aurait quand même toujours un minimum, et donc il faudrait traiter ces sargasses. Et puis accessoirement, Saint-Barthélemy n'est pas le seul territoire à être impacté par ces sargasses. Donc, quel que soit le niveau d'aide et d'utilité pour le territoire, c'est en tout cas là aussi voilà, une opportunité en plus qui peut permettre de lancer une industrie aussi sur un autre territoire, etc., etc. Et enfin, sur le sujet, c'est vrai que j'ai aussi demandé aux services de travailler sur la récupération en mer, de voir un sargator, une petite barge, quelque chose. On sait qu'aujourd'hui, sur Saint-Barthélemy, l'état de la mer sur les zones les plus impactées n'est pas forcément propice au barrage, même s'il faut l'essayer, n'est pas forcément propice au ramassage en mer. Donc on essaie de regarder comment peut-être à plus petite échelle, on pourrait être capable d'avoir un bateau qui soit dédié à une plage en particulier pour justement faire cette collecte, pour pouvoir soit la faire ressortir et continuer de dériver, soit la ramasser, mais sans qu'elle ait eu le temps d'aller impacter les plages qui sont forcément touchées dès qu'on fait du ramassage au sol. Et l'an dernier, à la même période, vous évoquiez plus ou moins 3 millions d'euros dédiés au ramassage des sargasses. Est-ce que c'est un chiffre qui a encore augmenté cette année? Alors, j'ai pas les derniers chiffres. Je pense qu'on n'est pas arrivé aussi haut que l'année dernière, même s'il faut vérifier. Parce qu'on a eu un début de saison qui était très fort en février-mars. Et ça, je touche du bois, mais l'été, nous avons des arrivages, mais nous n'avons pas eu des choses comparables à ce qui s'est passé l'année dernière. Par contre, nous travaillons aussi beaucoup plus à l'évacuation du terrain qui sert de stockage depuis toujours parce que on sait que les choses vont continuer et que nous avons besoin de ce temps pour déjà libérer le terrain, pour le retravailler, pour que demain, si nous avons de nouveaux échouages, ce soit mieux traité en termes environnementaux et voilà, sécuriser aussi le site et la zone. Et il y a aussi un volet concernant le statut de la sargasse. L'an dernier, vous évoquiez justement un sujet qui était très important selon vous, qui devait aussi être traité. Est-ce que vous estimez que les discussions n'ont pas suffisamment avancé? Il n'y a pas suffisamment eu d'échanges à ce sujet, en fait? Est-ce que déjà il y a eu des échanges, des avancées? Et est-ce que selon vous, ça a été suffisant? Bon, il y a quelques échanges, mais on voit bien que dès que la situation est un petit peu plus calme, le sujet retombe, pas forcément au niveau local, mais au niveau au-dessus, ça retombe un petit peu sous les radars. Je ne vais pas non plus rappeler la situation en France et les différents sujets qui peuvent être à gérer au quotidien. Mais non, clairement, c'est un sujet sur lequel ça n'avance pas assez vite. Je continue de dire que
la définition du statut de la Sargasse, on a eu l'occasion d'avoir des échanges avec la préfecture, avec différents services de l'État, de rappeler l'urgence d'avancer aussi sur ce point, parce que non, ça n'avance pas forcément assez vite. Après, voilà, il y a des fonds qui sont mis en place, il y a des aides auxquelles le Conseil exécutif a fait le choix de ne pas forcément adhérer, donc voilà, nous n'avons pas forcément de financement sur les Sargasses. Maintenant, malgré ce choix du Conseil exécutif, j'ai fait en sorte que nous puissions quand même continuer d'être dans les échanges, mais non, clairement, ça doit avancer plus vite. Parce que je le rappelle, le statut de la Sargasse, notamment, ça pourrait impliquer plus ou moins d'aide de l'État, etc. Donc c'est pour ça que c'est notamment les territoires français des Antilles s'intéressent beaucoup à ce sujet-là. Donc, les aides de l'État, effectivement, alors moi, ce que je vois surtout, c'est la capacité pour des particuliers et des entreprises à s'assurer contre ce risque. Or, sans statut, ils ne peuvent pas. Enfin, il n'y a pas de statut de la Sargasse, donc il n'y a pas d'assurance qui existe. Ce qu'on peut comprendre, parce que le risque est quand même aussi très fort. Parce que les assurances ont vraiment envie d'assurer quand il y a un risque, pas 100%, mais quasi, c'est pas sûr. Mais en tout cas, aujourd'hui, la collectivité, elle va se débrouiller comme elle peut. On avance avec nos propres moyens. En revanche, une entreprise, comme c'était le cas l'année dernière, de restaurants qui doivent fermer, d'hôtels qui doivent fermer plus tôt que prévu, oui, il y a un vrai impact financier. Certes, quand vous arrivez en milieu, fin d'été sur Saint-Barthélemy, le gros de la saison est fait touristiquement et économiquement. Néanmoins, ce sont des enjeux qui ne sont pas négligeables. Et justement, j'en profite parce que vous parlez de la saison et aussi du tourisme. On sait que c'est aussi un enjeu à Saint-Barthélemy. L'aéroport a accueilli 230 000 personnes, si je ne me trompe pas, en 2025, ce qui était un chiffre qui était en large augmentation quand même par rapport à 2024. Aujourd'hui, comment concilier ces chiffres, ce succès aussi pour l'île, et à côté, une capacité maximale qui peut être atteinte, la demande des habitants aussi de préserver l'identité de Saint-Barthélemy. Comment concilier tous ces sujets-là, même le logement, etc. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des pistes, des axes de travail sur cette vision du tourisme? Oui, il y a des vrais enjeux, effectivement, que ce soit au port, que ce soit à l'aéroport. Voilà, on doit aujourd'hui être capable de déterminer un niveau d'activité économique qui est celui qui est, entre guillemets, suffisant pour l'île. Parce que plus vous avez de la demande, l'île continue d'être attractive. Donc tous les jours, vous avez quelqu'un qui a envie de monter un business, pardon, qui va se dire, je vais monter ma propre entreprise, etc., etc. L'aéroport et le port ne sont pas extensibles. Donc à l'aéroport, pardon, une des choses qu'on essaie de mettre en place, c'est la coordination. D'abord dans les aspects sécuritaires, mais au-delà de cette sécurité, ça a l'avantage que les créneaux qui sont attribués dépendent de l'année précédente. Ce qui limite forcément la capacité à inscrire des nouveaux vols et la capacité aussi à des nouvelles compagnies d'obtenir des créneaux. Donc c'est un levier qui est utilisé aujourd'hui, alors qu'il n'est pas simple parce que ça demande une organisation au niveau des compagnies aériennes. Il y a des contraintes, il y a des exigences derrière, mais il y a aussi une forme de protection qui peut se mettre en place. Nous devons aussi, par contre, continuer de travailler auprès de l'État, auprès de la DGAC. J'en parlais il y a quelques instants à peine avec le président honoraire Bruno Magras et avec Fabrice Danette, le directeur de l'aéroport, parce que aujourd'hui, on ne va pas dire qu'on se fait imposer, mais quasiment on a des avis qui nous sont demandés de principe, où, je vais être honnête, au bout d'un moment, ils ne sont quasiment plus regardés, ces avis, parce qu'on sait qu'ils sont sans effet. Donc on doit continuer de rabâcher ce qu'on fait depuis déjà des années auprès des autorités, de dire non, sur Saint-Barthélemy, ne mettez plus d'autorisation à des nouvelles compagnies extra-communautaires. Parce que voilà, un premier biais, un premier levier, d'une, pour protéger notre économie locale, de deux, pour protéger l'accès à l'aéroport, la sécurité et au final le modèle économique de Saint-Barthélemy. Au port, on a un petit peu le même sujet. Tous les ans, nous avons des très belles photos du 31 décembre, souvent accompagnées d'un record battu. C'est très bien, mais il y a aussi des enjeux derrière. Bon. Là, certes, ce n'est que quelques jours, et en général, le 1er janvier à midi, vous avez la moitié des bateaux qui sont partis, mais on doit aussi être capable de s'organiser par rapport à la capacité réelle de notre port, encore une fois, avec en premier enjeu la sécurité, mais également l'économie derrière. Et la question de l'identité de Saint-Barthélemy que soulèvent souvent les habitants aussi, préserver l'île aussi, sa culture, ses valeurs.
Est-ce que ça vous l'entendez? Est-ce que vous le prenez en compte dans ce calcul? Je veux dire, au-delà évidemment des chiffres et des capacités d'accueil, comment est-ce que vous prenez en compte cet enjeu-là aussi? Alors, il faut que tout le monde y trouve son compte, effectivement. Donc, je l'ai évoqué un petit peu hier, mais on a un territoire qui est multiple. Et donc, que ce soit en termes de population, que ce soit en termes d'attente de la population, que ce soit en termes de tourisme également. Parce que le tourisme que vous avez au 31 décembre n'est pas celui que vous avez au mois de mars pour la bucket, n'est pas celui que vous avez début novembre pour l'ouverture de la saison avec le Gourmet Festival, etc. etc. Donc, en fait, il y a une île de Saint-Barthélemy, mais il y a aussi plusieurs facettes. Et le travail et notre identité, au final, elle est aussi multiple. Donc évidemment que nous devons préserver notre culture, évidemment que nous devons mettre les moyens pour accompagner nos associations. Nous avions hier le 24 août, aujourd'hui nous avions la Saint-Louis, la fête du quartier de Corosol. Ce matin, j'ai été à 8 heures participer à la messe à Corosol. Et on voit tout de suite que c'est pas l'image qu'on va avoir sur TF1 ou M6 à 18 ou 19 heures le samedi. Parce que vous avez cet attachement, là en l'occurrence encore plus à un quartier qu'à Lille, mais voilà, on a cet attachement, on a des fois cette difficulté à trouver nos marques parce que le rythme est tellement rapide, parce que, il ne faut pas se leurrer, des fois on regarde Saint-Barthélemy comme si nous sommes sous une bulle. Mais le monde a aussi évolué autour de Saint-Barthélemy. Donc il faut s'adapter à tout ça. Le rôle d'une collectivité, c'est par contre de s'assurer qu'on préserve tout ce qui est en danger, que ce soit la culture, que ce soit l'environnement, que ce soit là. Toutes ces choses-là, elles doivent être préservées. Donc, on doit mettre les moyens sur la culture, on doit mettre les moyens sur nos associations pour les faire vivre. On doit former notre jeunesse et tout ça, ça incombe aussi à la collectivité. Vous aviez organisé des rencontres territoriales sur ce sujet, d'ailleurs c'était les premières sur le tourisme, et pendant cet échange avait été évoquée aussi la question du logement, avec cette question un petit peu forcément un enjeu, mais qui est aussi très large sur la question de la régulation du logement, et notamment du logement du coup réservé aux vacanciers, parce que forcément ça impacte aussi les logements à l'année. Est-ce que ça, c'est un sujet sur lequel vous avez aussi pu faire des avancées ou non? Alors, il y a une avancée extrêmement stratégique, mais qui n'est pas encore forcément porteuse, qui est l'adressage sur toute l'île. Parce que jusqu'à maintenant, tout le monde était capable de dire il y a pas assez de logements sur l'île, il y a trop de monde, il y a un déséquilibre, etc. Personne n'était capable de nous dire concrètement on a X bâtiments et voilà ce qui se passe à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Demain, avec un adressage complètement déployé et avec une meilleure visibilité, nous aurons des chiffres qui seront beaucoup plus concrets et qui permettront d'avancer mieux que ce qui a pu être fait au-delà on va dire au-delà des aspects politiques qui là aussi n'ont pas été les plus simples sur un sujet comme celui-là. Mais en tout cas, voilà, d'avoir une meilleure visibilité parce que voilà, on entend le Airbnb qui est un problème dans une certaine mesure. En même temps, on a aussi beaucoup de logements sur Airbnb qui sont déjà soit dans des agences de location classiques, soit qui sont des petits logements qui sont à proximité directe d'une habitation ou autre, et que les gens ne mettraient pas forcément non plus dans le marché pour la location à l'année. Parce que vous pouvez avoir envie d'avoir des touristes de manière ponctuelle chez vous, vous n'avez pas forcément d'avoir quelqu'un à l'année qui va habiter, à qui vous n'allez pas pouvoir mettre les mêmes règles qu'au touriste. Parce que le touriste, vous lui dites, c'est 2 personnes, c'est comme ça, c'est fumeur, c'est non-fumeur, c'est tout ce que vous voulez. Quand vous mettez un bien en location, c'est quand même aussi un petit peu plus compliqué de dire, ben non, tu vas pas faire la fête, tu vas pas recevoir ta famille quand elle vient en vacances. Donc, on a aussi des biens qui sont différents. Maintenant, il va falloir réguler aussi tout ça. De plus en plus, les choses évoluent aussi au niveau national, parce que c'était quelque chose qui était assez nouveau. Donc, il y avait beaucoup de procédures qui étaient en cours, notamment par certaines communes. Je pense dans le sud-ouest notamment, qui faisait partie des premières. Je crois que La Rochelle aussi a réussi à avancer. Donc, ce sont les sujets sur lesquels on va travailler. Mais comme je le disais, le logement, c'est un sujet que je rattache directement à l'économie. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas assez de logements? Est-ce qu'on a une économie qui est trop forte? Il peut y avoir débat. Je l'ai souvent dit, dire que on a trop de monde sur l'île, alors qu'on a des difficultés à avoir des médecins, alors qu'on a des difficultés à avoir des enseignants, alors qu'on a des difficultés à recruter en collectivité, c'est peut-être pas la bonne formulation. C'est peut-être simplement qu'il y a simplement, avec des grosses guillemets évidemment, un rééquilibrage à faire aussi sur notre modèle économique, parce que oui, l'île est attractive, oui, on peut faire des choses, mais on doit aussi avoir une forme de protectionnisme à un moment et préserver ce qui se fait sur l'île
plutôt que d'avoir constamment des nouveaux arrivants qui arrivent avec des nouveaux projets, des nouvelles envies, qui sont certes légitimes, mais qui ne sont pas adaptés à la réalité géographique du territoire. Et alors, je me permets de vous demander donc si, vis-à-vis de cette question du logement, alors que ce soit pour les professionnels, le sujet a été aussi beaucoup abordé, ou même pour les particuliers, on voit beaucoup de demandes, peu d'offres. Sur les réseaux sociaux notamment, le sujet est très souvent soulevé. Est-ce que concrètement, il y a une forme d'impasse aujourd'hui à Saint-Barthélemy, justement, entre cette réalité économique, la question du logement que vous venez d'évoquer? Est-ce que cette période, elle peut être associée à une forme d'impasse? Impasse, je ne pense pas forcément. Alors très clairement, je ne vois pas une mesure qui demain va faire drastiquement chuter les prix du logement à Saint-Barth, à part justement une perte d'attractivité du territoire ou une grosse diminution de population. En revanche, Ce que vous souhaitez pas. ce qui n'est pas, effectivement, ce qui n'est pas forcément ce que je souhaite. En revanche, on a des leviers aujourd'hui qui doivent permettre de contenir cette augmentation et surtout d'éviter que du jour au lendemain, vous ayez un loyer qui passe de 3 000 à 4 500 euros sans justification. Je rappelle encore ici que les règles nationales s'appliquent à Saint-Barthélemy. Donc la signature d'un bail locatif est obligatoire en théorie. Il faut se donner les moyens de les contrôler. L'adressage peut être une des options, mais en tout cas, normalement, vous devez signer un bail quand vous avez un logement qui est loué. Normalement, l'indice des loyers, l'indice d'augmentation des loyers, s'applique aussi à Saint-Barthélemy. Donc, ces choses-là, à nous d'être capables de les faire appliquer, mais il y a déjà certains leviers. Avant de penser à un encadrement des loyers, etc., regardons comment on peut déjà travailler sur ce qui existe et qu'on n'arrive pas à appliquer, qui doivent permettre, à minima, de stabiliser un petit peu les choses, et ensuite, dans un deuxième temps, effectivement, voir comment on arrive à faire retomber la pression. La collectivité, dans une certaine mesure, essaye de le faire en construisant des logements, en achetant. Alors on va nous dire que quand on achète, on ne règle pas la solution parce qu'il y a une autre personne qui potentiellement perd son logement. Mais en tout cas, voilà, on essaye d'apporter une contribution aussi à ce niveau-là. La collectivité a fait l'acquisition d'une vingtaine de logements sur cette mandature. Et nous avons des projets de construction sur, là aussi, une trentaine de logements quasiment. Donc, avec le parc immobilier, mon sentiment, c'est ce que j'ai dit hier, d'ailleurs, c'est que on va peut-être arriver aussi à un moment où on va se dire maintenant, en termes, sauf opportunité extraordinaire, mais en termes d'acquisition de logements ou de construction de logements, on va certainement commencer à plafonner. Acquisition de foncier pour protéger des espaces ou pour anticiper l'avenir, oui, bien sûr. En termes de logement, ça va devenir compliqué pour une collectivité comme Saint-Barthélemy d'aller beaucoup plus loin en termes de patrimoine immobilier. Et alors justement, vis-à-vis du logement, notamment pour le personnel soignant, on sait que c'est un enjeu de la reconstruction de l'hôpital. Donc vous évoquiez la vingtaine de logements achetés. Vis-à-vis de l'hôpital, du coup, comment est-ce que les choses ont avancé par rapport au logement et à cet enjeu de pouvoir offrir un logement au personnel soignant? Alors, sur le logement, bon, l'hôpital a toujours réussi jusqu'à maintenant et il faut saluer ce travail et remercier aussi les habitants qui essayent en général d'être plutôt bienveillants quand il s'agit d'une demande de l'hôpital, à avoir un certain nombre de logements. La collectivité met une série de logements à disposition de l'hôpital. Nous avons augmenté évidemment ce nombre de logements quand nous avons fait les acquisitions, en gardant, je vais être honnête, quand même une priorité à la collectivité, mais ces acquisitions ont permis d'avoir quelques logements de plus, deux ou trois de mémoire, qui sont mis à disposition de l'hôpital. Pareil, 3-4 logements au niveau de l'éducation nationale pour essayer de continuer d'apporter cette aide, même si encore une fois elle a ses limites, parce que là aussi, entre ceux qui ont un logement, entre guillemets, collectivité, avec un tarif évidemment préférentiel, et ceux qui sont logés dans le public, ça crée des différences, ça crée des tensions. Donc, voilà, il y a un moment où je pense que cette aide, elle doit aussi être temporaire, et elle doit permettre une installation sur le territoire, mais ça ne doit pas être une fin en soi, et donc on doit continuer de chercher à se loger sans être logé dans des logements de la collectivité parce que c'est pas forcément cohérent et logique à terme. Je peux entendre les agents qui se disent mais moi j'ai le même salaire que mon collègue, par contre je paye un loyer qui est 2 fois plus cher, ou certes on me dit que je suis logé sur Saint-Barth, mais pour l'heure j'ai un emprunt de 3, 4, 5, 6 000 euros à la banque, et donc je suis propriétaire, mais pas vraiment, parce que c'est plutôt la banque que moi qui est propriétaire. Et donc voilà, il faut aussi gérer cet équilibre. Et vis-à-vis de l'éducation, vous évoquiez hier
la nécessité, alors vous faisiez le lien avec le logement aussi, de repenser les modalités de recrutement des enseignants pour Saint-Barthélemy. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette idée, ce que vous entendez par là? En fait, il y a plusieurs sujets. Il y en a un alors qui est une évolution qui, je trouve, ne va pas dans le bon sens. C'est le profilage des postes qui a été fait. Aujourd'hui, très souvent, l'éducation, pour sécuriser, recrute des profils à poste. Ce sont des personnes qui se retrouvent mutées sur Saint-Barthélemy avec une obligation d'y rester 3 ans. Une fois que vous avez pris le poste, vous ne pouvez plus le refuser. Là où, dans une mutation classique, on va dire, vous allez demander l'académie de Guadeloupe, vous êtes nommé à Saint-Barth alors que vous vouliez aller à Petitbourg, et bien potentiellement vous n'allez pas faire la rentrée sans être mis en difficulté. Le profil à poste, lui, est en difficulté, donc il ne peut pas refuser. Sauf que la question du logement n'est pas prise en compte. Donc déjà là, il y a un premier sujet pour moi qui doit être revu, et on le voit bien dans les logements qu'on met à disposition de l'éducation nationale, on leur dit faites-nous la liste, c'est pas nous qui allons choisir, donc dites-nous qui vous logez, et de fait, cette année, quasiment tous les nouveaux arrivants sont des profils à poste. Donc on voit que c'est pas forcément hyper opérant. Ensuite, le timing. On sait qu'à Saint-Barthélemy, les logements se libèrent plutôt plus tôt que les périodes de mutation. Donc là aussi, de même que ça se fait dans d'autres territoires, quand vous partez de Saint-Barthélemy pour aller dans le Pacifique, en général, vous quittez Saint-Barthélemy en décembre pour faire la rentrée en début d'année dans le Pacifique. Donc on doit adapter la période de mutation pour Saint-Barthélemy, éventuellement pour la Guadeloupe. On doit faire évoluer aussi les documents, et ça, je ne comprends pas que ça n'avance pas plus vite. Ce sont 2 cases à rajouter. Vous faites une demande de mutation pour l'Académie Guadeloupe, vous précisez simplement Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barth, parce que le projet de vie pour aller à Goyave ou à Marie-Galante ou à la Désirade n'est pas le même que de venir à Saint-Barthélemy. Donc si vous suivez un ou une conjoint qui se trouve muté en Guadeloupe et que vous êtes muté à Saint-Barthélemy, c'est forcément compliqué. Donc, tout ça, ça peut être anticipé. Et après, une autre piste qui avait été mise sur la table, c'est que nous avons un statut particulier à Saint-Barthélemy qui s'obtient au bout de 5 ans de résidence fiscale. La résidence fiscale s'obtient au bout de 5 ans sur l'île. J'ai proposé, alors, la vie chère, l'État ne veut pas la bouger, ce que je peux entendre, parce que comment bouger à un endroit plutôt qu'à l'autre, et donc ça serait ouvrir la boîte de Pandore. En revanche, se mettre d'accord pour dire qu'un enseignant, qu'un personnel médical, dès lors qu'il arrive à Saint-Barthélemy, bénéficie du statut fiscal, ça ne va pas relever le pouvoir d'achat de tous les collègues, mais en tout cas, ça va augmenter l'attractivité et ça va faciliter aussi l'installation. Donc voilà un exemple et un ensemble de pistes qui doivent continuer à être travaillées. Et concrètement, quelles sont les conséquences aujourd'hui de ces difficultés que vous évoquez? Est-ce qu'on voit des conséquences dans les établissements de Saint-Barthélemy? Non. Depuis 3 ans ou 4 ans maintenant, on a quand même des rentrées qui se sont plutôt bien passées. Une des grosses difficultés qu'on a, c'est que là aussi sur les timings, on ne peut pas reprendre un contractuel avant l'ouverture de l'année scolaire, parce qu'il faut d'abord constater l'absence d'enseignants pour ensuite faire les démarches sur les contractuels. Donc on a déjà relevé le problème une tripotée de fois, on va dire, auprès du rectorat. Je sais que l'année dernière, ils ont essayé de travailler à faire anticiper un petit peu au moins les entretiens d'embauche, etc., les recherches, pour essayer de gagner un maximum de temps. Mais aujourd'hui, c'est un des gros sujets, et puis de regarder comment on peut accompagner justement ces contractuels sur de la formation. On a déjà quelques personnes qui ont passé les concours et qui du coup ne sont plus contractuels mais deviennent titulaires de poste. Et c'est des démarches qu'il faut continuer d'accompagner. Un autre sujet important, et c'est un projet qui arrive pour les îles du Nord, c'est celui d'un tribunal autonome. Alors il n'y a pas encore de date précise quant à son implantation, mais donc elle se fera à Saint-Martin. Vous avez pris la parole cette année notamment sur les violences sexuelles vis-à-vis du traitement de certains des cas de victimes à Saint-Barthélemy. Ce tribunal, il est primordial pour les îles du Nord, particulièrement pour Saint-Barthélemy? Absolument indispensable. Je le redis souvent, je crois que le premier échange que j'ai eu avec Xavier Sicot, qui était procureur de Basse-Terre en début de mandat, il me disait, alors ce que je peux entendre dans une certaine mesure, il disait, vous savez, moi, le taux d'occupation de la prison de Guadeloupe, ils étaient à ce moment-là à 120 ou 130% d'occupation. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont à plus de 200%. Donc, c'est une façon de dire, alors c'est pour ça que je dis que ce n'est pas qu'entendable, de dire, je comprends Saint-Barthélemy, mais en même temps, j'ai une masse de travail qui est colossale. Depuis, il s'est aussi passé beaucoup de choses au niveau national.
Le garde des Sceaux a fait des annonces, ça fait un travail. Je vais être honnête, on n'a pas encore vu exactement les conséquences sur Saint-Barthélemy de plusieurs dossiers qui sont en cours. Mais oui, c'est absolument anormal que les personnes, quel que soit le jugement final, qui ne va peut-être pas plaire aux victimes ou aux présumées victimes, mais il est absolument normal qu'on puisse rester pendant 6 ans dans l'attente d'un procès. C'est surtout sur un territoire aussi contraint que Saint-Barthélemy, où les personnes se croisent de manière quasi quotidienne. Après, encore une fois, je l'ai vu. Évidemment, il ne faut pas mettre toutes les affaires sur le même niveau. Moi, j'ai pu voir en collectivité où on a des situations qui se passent également et où on voit bien que le niveau de réponse et la rapidité de réponse sont très discutables. Donc il y a un sujet, et évidemment que c'est une grande avancée. Alors vous avez raison, il est inauguré, mais on n'a pas forcément la date de fin de chantier et de mise en application, mais c'est un dossier qu'on attend de voir aboutir avec impatience. Et vis-à-vis de la justice, mais aussi de la sécurité, on sait que les chiffres ont été dévoilés vis-à-vis du début de l'année 2026. Il me semble que on enregistrerait plus 37% notamment d'infractions liées au trafic de stupéfiants à Saint-Barthélemy vis-à-vis de l'année précédente. Concrètement, qu'est-ce qui est mis en place pour lutter contre ces infractions? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Aujourd'hui, la principale avancée qu'il y a eu, qui ne date pas de cette année, qui a quelques temps maintenant, c'est la mise en place d'un maître chien et d'un chien sur Saint-Barthélemy. Première étape, c'était un poste qui était détaché d'une autre brigade, et donc tous les 3 mois à peu près, il y avait un redépart quelque part dans l'Hexagone. Donc, ce qui fonctionnait, mais qu'à moitié, parce que le chien a besoin de temps de récupération, et notamment avant et après un départ. Donc au final, sur 3 semaines, on avait bon an mal an à peine 2 semaines d'activité potentielle, plus le temps de récupération. Donc, voilà, ça manquait d'efficacité. Aujourd'hui, le poste est créé et à temps plein sur Saint-Barthélemy. Donc ça va permettre de continuer. Maintenant, nous travaillons aussi sur le déploiement de caméras et la sécurisation des côtes de l'île. Donc là, la première est en train d'être installée à la gendarmerie. Ensuite, il va falloir travailler. On a une ou deux autres options déjà. On a estimé de mémoire à 8 caméras sur l'ensemble du territoire pour avoir une capacité à rayonner sur l'ensemble des côtes et au-delà, parce que celle qui sera installée à la gendarmerie, de mémoire, est capable de regarder ce qui se passe jusqu'à Fourchu. Donc, pas exactement mi-distance entre Saint-Barth et Saint-Martin, mais ça permet quand même d'aller assez loin. Et donc c'est aussi une approche qui est mise en place. Nous travaillons à améliorer la coordination du travail entre police et gendarmerie. Il y a aussi la volonté d'augmenter les moyens de la police. Il y a le déploiement des caméras qui se met en place. Il y a le centre de veille qu'on doit également ouvrir. Et voilà, tous ces éléments, évidemment, ne concernent pas que les stupéfiants, mais vont contribuer en tout cas, on en est convaincu, à améliorer la situation. Le premier rempart reste humain, et il faut quand même noter que depuis quelque temps, nous avons des équipes en place qui sont plutôt efficaces, qui ont du résultat, et c'est aussi, pour le coup là, un manque, je pense, et je l'ai déjà dit au procureur et au colonel de gendarmerie, on doit être capable de mieux communiquer. Quand vous avez une descente qui se fait avec des hommes cagoulés dans Gustavia, tout le monde le voit. Quand quelques jours après, vous avez des condamnations allant jusqu'à 8 ans de prison, les gens le savent beaucoup moins. Donc on doit être capable aussi d'expliquer ce qui se passe. Je prône depuis 4 ans maintenant les interdictions de territoire, précisément par rapport à la situation de la prison de Basse-Terre qu'on a évoquée. Voilà. Aujourd'hui, on a en cours de mémoire au moins une douzaine d'interdictions de territoire qui sont mises en application. Beaucoup pour des questions de stupéfiants. Est-ce qu'un œil particulier, est-ce que tout à l'heure on parlait aussi du tourisme, est-ce qu'un œil particulier est porté aussi au milieu de la nuit ou de la restauration? On sait que c'est des secteurs qui sont durement touchés aussi par ces trafics. Est-ce que c'est le cas? Alors pour le coup, c'est vrai que c'est le travail de la gendarmerie essentiellement, mais oui, je sais qu'il tourne aussi la nuit. Alors, est-ce que c'est assez, est-ce que c'est pas assez? Il y a toujours débat. Est-ce que c'est vraiment dans les établissements qu'il se passe des choses ou en extérieur? Est-ce que ce sont des soirées dans des villas? Est-ce que voilà, faut pas dire non plus, faut pas imaginer que c'est spécifiquement dans les établissements que les gens sont en train de consommer ou quoi que ce soit. Ça peut aussi se faire, voilà,
dans un parcours de soirée. Mais oui, ce travail se fait aussi. On aura encore une réunion de pré-saison avec la préfecture, avec la gendarmerie, la police et les représentants des établissements pour alerter, pour voir comment on continue de coordonner ce travail. Parce que forcément, on sait que ce sont des milieux sensibles et il faut y faire attention. Je voulais revenir aussi sur l'actualité. On sait que les îles du Nord sont en ce moment touchées par une période très sèche, avec aussi des très fortes chaleurs, avec notamment des records qui ont été battus à Saint-Martin. À Saint-Barthélemy, est-ce qu'il y a eu des impacts particuliers pour les mois de juillet et août vis-à-vis de ces conditions météo? Non, pour le moment, on va dire que je trouve que l'île est même relativement verte pour avoir pris l'avion il y a 2 jours. J'ai trouvé que l'île, malgré effectivement cette sécheresse, restait plutôt verte. On a une chance, là aussi je vais toucher du bois, c'est que ça va faire 9 ans qu'il n'y a pas eu de phénomène majeur. Donc ce qui fait que la végétation qui est en place est quand même extrêmement résistante et ça permet de tenir le coup. Au niveau ensuite plus humain, on va dire, c'est vrai que les gens ici comme ailleurs utilisent beaucoup de citernes. Donc c'est une difficulté. Pardon, c'est pour ça que quand on a eu l'événement malheureux du mois de juin avec l'explosion d'un réservoir, tout a été mis en place pour repartir aussi vite que possible parce que nous avons besoin d'avoir une capacité de production d'eau qui fonctionne. Depuis 1 an et demi maintenant, nous avons cette capacité qui est doublée. Nous allons finir dans les prochains mois un réservoir complémentaire de stockage. Voilà, on augmente notre capacité d'action à ce niveau-là. Et ce qui fait qu'on est aussi dans une période plus creuse. Donc ça fait que ça, plus ça, plus ça, fait que on ne peut pas dire qu'on est vraiment impacté aujourd'hui par la pénurie d'eau sur l'île. Et vis-à-vis du réservoir que vous évoquiez, donc c'était un accident très spectaculaire qui s'est déroulé il y a plusieurs semaines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui les raisons, si on les connaît exactes, de cet accident et ce qui a été mis en place aussi pour que ça ne se reproduise plus, tout simplement? Alors l'enquête est en cours, donc on aura les résultats officiels. Donc je ne veux pas me mettre à la place des experts en assurance et des experts tout court. Néanmoins, oui, tout le monde a pu constater sur l'événement qu'il y a une fissure qui est là depuis un certain nombre de jours et que c'est par cette fissure que le réservoir a explosé. Donc manifestement, il y a eu un problème de structure. Est-ce que c'est un problème à la construction? Est-ce que c'est un problème qui est survenu? Nous avons eu quelques semaines avant un tremblement de terre qui a quand même été ressenti un peu plus fortement que ce qu'on a l'habitude à Saint-Barthélemy. Voilà. Est-ce que c'est ce qui a créé la chose? Quoi qu'il en soit, on sait aussi que ce sont des constructions qui sont prévues de tenir plus ou moins 100 ans. Là, le réservoir avait 20 ou 25 ans. Donc forcément qu'il y a un sujet. Ensuite, où est-ce qu'il se situe exactement? Difficile à dire. Voilà. Est-ce que c'est un matériau qui était défaillant? Est-ce que c'est un problème à la construction? Voilà, ça, on va voir. Aujourd'hui, en tout cas, on a su rebondir très rapidement. Maintenant, la situation n'est pas finie pour autant. Alors, elle n'est pas impactante sur la production et sur la distribution d'eau en l'état. Par contre, elle fragilise quand même la résilience. Parce que nous avions 2 réservoirs, on dit 500 mètres cubes à chaque fois, mais je crois qu'en cumulé, ils étaient plus près des 900. Un qui a été détruit, le deuxième qu'il faut aujourd'hui et qui était en train d'être détruit ces derniers jours, pour être reconstruit. Donc aujourd'hui, on a quand même une capacité de stockage, alors c'est des réservoirs tampons, mais qui a été diminuée. On sait qu'à la reconstruction, on n'aura pas forcément la capacité à remettre la même capacité de stockage au même endroit. Donc il y a tout ce travail qui doit se faire, sur lequel on est vigilant. Nous regardons aussi comment nous allons pouvoir travailler sur le remplacement aussi d'unités de production dans les prochaines années, pour là aussi anticiper tout ça, et y inclure justement la compensation en termes de mètres cubes, on va dire, de ce qui sera perdu sur un site pour le récupérer ailleurs. Je voulais conclure cette conférence en parlant forcément de vie politique aussi. On sait que l'an dernier, alors à la même période, c'était plutôt vers le mois de juin 2025, il y avait eu le rejet du compte financier unique par les élus du conseil territorial, forcément qui mettaient en exergue des fractures au sein du conseil. Ma première question, c'est pour ce climat politique. Comment est-ce qu'il a évolué déjà en l'espace d'1 an depuis ces fractures visibles?
Donc, je trouve qu'au-delà des fractures alors, qui étaient déjà connues, ça, à mon sens, ça a aussi montré un manque de connaissance et de maîtrise du fonctionnement de l'administration d'une collectivité. Et voilà, l'utilisation des mauvais leviers à des fins qui ne pensaient pas forcément à la population. Aujourd'hui, les choses avancent néanmoins. On a une situation qui est, je ne vais pas dire qu'elle est stable, mais qui avance mieux. Je pense que cet épisode a aussi permis aux uns et aux autres de comprendre l'importance d'avoir un budget, l'importance d'avoir des comptes qui soient validés. Forcément, quand il n'y a pas forcément de problème technique sur les documents, ou qu'il n'y a pas forcément de désaccord majeur sur un budget, parce que, voilà, au-delà des enjeux des uns et des autres, il y a une réalité, c'est que quand un électeur met un bulletin dans une urne, ce n'est pas pour dire je veux que tu sois dans l'opposition ou je veux que tu sois dans la majorité. C'est pour dire je souhaite que tu travailles pour la collectivité et pour la population. Ensuite, il y a un résultat d'élection. Évidemment, il y a des désaccords, il y a des difficultés. Vous savez, j'ai moi-même été pendant un mandat dans l'opposition de Bruno Magras. Ça m'était reproché à l'époque, mais ça ne m'a jamais empêché de voter un budget. Ça ne veut pas dire que j'étais d'accord avec tout ce qui se faisait, mais simplement, voilà, je considérais qu'il y avait suffisamment de choses dans ce budget pour ne pas avoir une position de posture, alors qu'il aurait en plus été beaucoup plus facile, parce que le vote de l'opposition que je représentais avait un poids beaucoup plus faible que c'est le cas aujourd'hui. Donc ça aurait été très facile de voter contre en disant, voilà, je me désolidarise. Mais non, il y a une question de responsabilité quand on est élu qui fait que aujourd'hui, malgré tout, ça avance mieux. On fera le bilan des 5 ans très prochainement et chacun fera son bilan. Mais on voit en tout cas effectivement que par rapport à il y a un an, les choses sont quand même un peu plus sereines. Je ne vous garantis pas que ça sera la même chose dans 3 mois, mais pour le moment, ça avance. La première échéance qui arrive, ce sont les sénatoriales. Simplement, est-ce que votre groupe présente un candidat pour ces élections? A priori non. A priori non. Maintenant, forcément, ça se réfléchit. Parce que au niveau des élus, très clairement, j'ai toujours dit que je considérais que c'était plutôt intéressant d'avoir un sénateur qui ne soit pas forcément au sein du conseil territorial. D'une, parce que justement, il y a ces questions d'appartenance à un groupe politique qui peuvent des fois polluer le travail. De deux, parce qu'en termes d'effectifs, 19 élus au sein du conseil, c'est nécessaire. Et que fatalement, j'ai pas fait les statistiques, mais chacun les fera, mais la présence dans les commissions, la présence dans les réunions, la présence dans le travail quotidien du territoire est forcément impactée par une mission sénatoriale qui est très consommante et qui ne concerne pas en plus que Saint-Barthélemy. Le sénateur, certes, ou la sénatrice de Saint-Barthélemy aujourd'hui, ça ne veut pas dire que cette personne ne doit pas travailler sur l'ensemble des textes nationaux. Donc c'est une mission qui est consommante à temps plein et c'est vrai que c'est pénalisant à la marge, on va dire, pour une collectivité. Donc c'est vrai que moi j'ai souhaité qu'au niveau de mes élus, il n'y ait pas forcément des candidats. Maintenant, on est aussi en fin de mandature, donc l'impact d'un élu qui ne serait pas au sein du conseil territorial, elle est quand même moins importante. Donc il faut réfléchir tout ça. Je crois savoir que la sénatrice sera candidate à sa succession. J'ai aussi reçu une ou deux personnes qui y réfléchissent ou souhaitent y aller. Maintenant, c'est pas forcément à moi de donner leur nom et on sera vite fixé pour savoir qui est candidat. Il y a une chose qui est sûre, c'est que voilà, il y a une nécessité que le travail soit constructif dans le sens de la collectivité et dans le sens des habitants de Saint-Barthélemy. Et en 2027, évidemment, il y aura les élections territoriales de Saint-Barthélemy. L'an dernier, vous affirmiez vouloir poursuivre votre travail, le travail que vous réalisez en tout cas à Saint-Barthélemy. Est-ce que votre position a changé? Est-ce que c'est toujours le cas pour ces élections? Et est-ce que vous serez candidat, tout simplement? En tout cas, je continue de dire, comme je l'ai dit l'année dernière, que je travaillerai jusqu'au dernier jour du mandat. Ça, c'est une certitude. Est-ce que je serai candidat? Vous me demandez, est-ce que vous pensez qu'il faut que je sois candidat? Mais voilà, on va regarder tout ça. Pour le coup, autant je dis que le groupe n'aura pas forcément de candidat au sénatorial, autant c'est sûr que le groupe d'élus que nous avons aujourd'hui souhaite continuer de travailler. Donc on va regarder tout ça et supposer que je suis le mieux placé pour prendre la tête de liste. Je sais que dans d'autres groupes, il y a beaucoup plus d'interrogations sur qui pourrait être tête de liste et qui sera candidat. C'est une question qu'on me pose souvent sur l'île et je n'ai pas la réponse.
voilà, on va continuer de travailler et de se concentrer autant que possible sur le travail de cette mandature et puis de regarder ce qui est possible pour la suite. Et votre liste serait déjà complète? Non, non, j'ai pas de liste qui est complète aujourd'hui. Je pense il est prématuré, il serait prématuré d'avoir une liste complète à 8 mois des élections parce qu'il va encore se passer beaucoup de choses. Donc je suis sollicité, hein, évidemment, et puis je suis régulièrement questionné aussi par est-ce que tu as vu telle personne, j'ai vu un tel, voilà. On sait très bien qu'il y a pas mal de personnes qui travaillent à faire des listes aujourd'hui. Alors, il va falloir attendre encore un petit peu pour savoir qui fait quoi exactement. Mais ça promet d'être animé en tout cas. Très bien. Eh ben, je vous remercie pour cet échange, Merci à Monsieur le vous. Président. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Et merci à tous.